Avant cet épisode, prenons un instant pour parler de votre entraînement. Les épisodes de Courir Mieux sont là pour vous aider dans votre entraînement et vous donner des clés pour progresser. Mais rien ne remplacera une planification personnalisée, cohérente avec vos objectifs, ainsi que pensée et suivie par un entraîneur qualifié. Et Courir Mieux vous propose aussi cela, avec 2 offres de coaching basées sur la recherche scientifique, sur une compréhension approfondie de la pratique et sur vos besoins à vous. Elles sont gérées par moi, Cyril Forestier, docteur en sciences du sport, coach diplômé spécialisé dans le trail et pratiquant. La première offre est centrée sur la course à pied et le trail. La deuxième offre vous accompagne plus largement en prenant en compte d'autres activités sportives comme le renfo, mais aussi la nutrition, le plan de course, la préparation mentale et bien plus encore. Les 2 offres ont le même but, vous entraîner pour que vous atteigniez vos meilleures performances en prenant du plaisir dans la pratique et en évitant les blessures. Je vous invite à consulter ces offres sur le site courir-mieux.fr et à me contacter si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé. Je me ferai un plaisir de vous accompagner vers vos objectifs. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après avoir exploré les concepts clés du pacing et les stratégies pour l'optimiser dans la partie 1, nous allons aujourd'hui approfondir ce sujet fascinant avec un invité de marque. Dans ce Scientific Day partie 2, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Gros-Lambert, professeur en sciences du sport à l'Université de Franche-Comté. Alain est un expert reconnu dans les mécanismes psychophysiologiques impliqués dans la régulation de l'effort en endurance. Avec lui, nous allons explorer les aspects psychologiques et physiologiques du pacing, comprendre comment ils interagissent et découvrir comment gérer notre effort, mais aussi prendre des risques pour atteindre des performances optimales. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, En contrôle, partie 2. Salut Alain, comment ça va ? Bonjour Cyril, ça va très bien, merci pour l'invitation. Bon, merci à toi de prendre du temps pour venir parler de cette thématique. On est le 10 juillet, donc on ne doit pas être très très loin de la coupure pédagogique pour les enseignants. Donc peut-être que juste avant que tu partes en vacances, j'ai réussi à t'attraper et te prendre un petit peu de temps pour parler de cette thématique qui est le pacing sur laquelle tu as un petit peu travaillé. Pour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas ? Donc je suis Alain Gros-Lambert, je suis professeur en STAPS à l'UFR STAPS de Besançon, dans un laboratoire qui s'appelle C3S, Culture, Sport, Santé et Société. J'ai eu par le passé un parcours de sportif, j'étais skieur de fond et je continue à pratiquer des activités sportives, en particulier trail, en loisir. Et j'ai passé pas mal de temps justement sur une thématique qui est à la limite entre la psychologie et la physiologie, qui est la perception de l'effort, et le pacing qui est un petit peu le fil conducteur du jour et une composante importante dans la perception de l'effort. Et on aura l'occasion de pouvoir peut-être échanger et approfondir un petit peu plus sur cette question. Ouais, clairement. Ça fait partie des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment revenir, de la place de l'effort, dont un des papiers que j'ai cité dans la partie 1. Je pense qu'on va en reparler juste après. Pour commencer, est-ce que toi, tu pourrais nous donner, selon toi, quelle est ta définition à toi du pacing ? Comment est-ce que tu le définis dans ta perspective ? Si on devait essayer de dire les choses de façon très simple, c'est la capacité à pouvoir utiliser l'intégralité de ses ressources, donc au sens large, physiologique, psychologique, biomécanique, pour parcourir soit une distance donnée ou pour une durée qu'on a fixée préalablement. Et pour moi, c'est cette capacité à pouvoir gérer correctement ses ressources et en franchissant la ligne d'arrivée, en ayant pu utiliser l'intégralité de ses ressources. Voilà, si je devais un petit peu, de manière très simple, définir le pacing. En fait, le meilleur pacing du monde, ce serait quand on passerait une ligne d'arrivée avec, en étant absolument incapable de faire 3 mètres de plus à la même allure. Oui, tout à fait, je pense. Et en ayant, si on va un petit peu plus loin, gérer aussi de manière optimale, c'est-à-dire ne pas tout donner dans le dernier kilomètre et finir épuisé, mais pouvoir utiliser tout au long de l'épreuve, on va dire, le maximum de ressources disponibles sur le moment jusqu'au but qu'on a fixé, quoi. Ok, j'aime beaucoup ta définition du pacing avec cette idée de répartir l'effort également au cours de la tâche qui va être à réaliser.
Parce que le pacing, en fait, c'est quelque chose dont on parle en endurance. On parle pas de pacing sur du sprint. En fait, il y a quasiment pas il y a pas de pacing sur un sprint. C'est vraiment quelque chose qui est propre à l'endurance. Ouais, tout à fait. On parle souvent de all out, où on doit tout donner, etc. Alors que c'est vrai, dès l'instant où ça s'inscrit un petit peu dans la durée ou dans la distance, on doit être capable de, si on peut faire une métaphore, hein, c'est réguler le débit du robinet pour pouvoir utiliser l'intégralité, hein, du carburant qu'il y a dans le réservoir. Une question que je me pose, et je pense qu'il va être vraiment, on peut passer un petit moment sur celle-là parce que c'est peut-être pas très clair pour les auditeurs. La question que j'aimerais aborder avec toi là, c'est pourquoi est-ce que le pacing est important? C'est-à-dire en fait, pourquoi imaginons je prends 2 courses, une course que je réalise pendant 1 heure à 140 BPM de moyenne et une où je fais 140 BPM, j'ai la même moyenne, mais par contre j'ai oscillé entre, tu vois, par exemple 180, est-ce que mes calculs seront bons, entre 180 et 110, ça va faire quelque chose comme ça, bref. De tête, je suis peut-être pas super bon. Pourquoi est-ce qu'en fait, le pacing est important? Pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant d'être lissé, par exemple, sur 7 heures à 140 BPM plutôt que de faire des oscillations d'allure? En fait, je te pose cette question parce que dernièrement, il y avait des chercheurs en sciences du sport. Je me souviens, j'ai cru entendre Véronique Bia qui avait dit qu'elle n'était pas trop fan de cette approche de pacing, qu'elle était plutôt dans l'idée de dire, c'est pas grave si tu, par exemple, sur un ultra trail, je crois qu'elle parlait de l'UTMB, disais, si sur l'UTMB, tu pars sur 10 km à fond et que d'un coup t'exploses et après tu régules, c'est pas grave. Et quand je regarde la littérature a l'air de dire que réguler l'effort, c'est mieux, que sur la Western States, les meilleurs, au final, c'est ceux qui ont le moins de variations d'allure. Donc, est-ce que tu pourrais, toi, nous résumer un petit peu pourquoi on peut considérer qu'en endurance, le pacing est important? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de points, hein, dans ta question qui nécessitent peut-être avant une réponse, hein, de revenir un petit peu sur ces points. Alors, tu évoques effectivement une épreuve qui est extrême, hein, qui est l'ultra. Je suis pas certain qu'on puisse généraliser, on va dire, les stratégies de pacing qu'on peut avoir sur un ultra comparé à 10 km ou à un 40 km trail. Là, je parle avec ma modeste expérience. Je suis jamais dépassé 50 km, mais je suis allé voir un petit peu dans la littérature. Et effectivement, je crois que c'est Marty Hoffman aux États-Unis, hein, qui a travaillé justement, qui a sorti un beau papier là-dessus, qui montre effectivement les fluctuations d'allure sont un marqueur de performance chez les ultra-trailers. Est-ce qu'on peut généraliser ça, on va dire, à quelqu'un pour des trailers qui vont faire des épreuves de 10 km ou 15 km? Je me questionne déjà un petit peu là-dessus. Après, tu as cité les travaux de Véronique Bia. Et effectivement, alors, je suis désolé, je vais peut-être te contredire, mais je trouve ça, on va dire, son approche plutôt intéressante. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Je pense que le pacing doit prendre en compte également les caractéristiques, la typologie, on va dire, du coureur. Et cette course régulière, elle est quand même assez, on va dire, comment dire, un petit peu artificielle. C'est-à-dire qu'on a tous des caractéristiques neuromusculaires qui nous sont propres. Et pour certains athlètes, c'est plutôt facile d'être régulier. Et d'autres qui ont peut-être, on va dire, une typologie plus explosive, avec des capacités à être beaucoup plus intermittents dans l'effort, ont peut-être intérêt, ceux-là, à exploiter leurs capacités neuromusculaires, c'est-à-dire peut-être aller très vite sur certaines portions, et peut-être s'économiser sur d'autres, et s'écarter, on va dire, de cette moyenne qui lisse un peu pas mal de choses. Mais je pense qu'on devrait peut-être s'intéresser avant cette moyenne, hein, de vitesse de course, peut-être aussi à la typologie de l'athlète. Et puis, bien sûr, au terrain, vous avez des athlètes qui sont extrêmement forts en descente, d'autres sont plutôt forts en montée. Et je pense que la régulation du pacing, elle doit absolument tenir compte plutôt des points forts, je dirais, de l'athlète, c'est-à-dire ne peut-être pas hésiter à faire l'effort peut-être au-delà, on va dire, de sa vitesse de croisière dans les portions où on est très fort, et puis tenter de limiter un peu les dégâts, on va dire, sur d'autres portions, parce qu'on sait que de toute façon, on ne pourra pas faire la différence là-dessus, et si on cherche à lutter
soit contre un chrono ou essayer de s'accrocher dans un groupe sur une portion peut-être montante où on n'a peut-être pas un très bon rapport poids-puissance, eh bien, c'est peut-être s'épuiser inutilement et surtout hypothéquer ses chances de pouvoir utiliser ses points forts. Donc, voilà un petit peu l'idée. Donc, moi, je suis pas totalement fan, on va dire, d'un pacing totalement lisse. Après, ça reste à vérifier, mais je pense que ces variations d'allure, je parle plutôt sur des épreuves courtes, sur du long, j'ai pas l'expérience pour le justifier. Je pense qu'on a peut-être cette capacité qu'on n'a peut-être pas complètement développée encore aujourd'hui dans les stratégies de course, à pouvoir alterner des allures en fonction de nos caractéristiques, notre typologie, notre technique aussi, en descente entre autres, ou notre capacité à courir vite sur le plat, quoi. Il y a un point que tu soulèves qui est super intéressant. Ça me soulève deux commentaires sur lesquels j'aimerais rebondir. Le premier, c'est que c'est vrai que la première chose que tu as mis en avant, c'est qu'il y a une grosse différence entre du pacing sur route, où c'est 40 km à plat, les capacités vont être quasiment les mêmes entre tous les athlètes. Quand tu regardes au départ en termes d'économie de course, de VO2 max, etc., de caractéristiques qui prédisent la performance, les athlètes sont très homogènes sur de la route. Il y a des différences, mais il y a plus d'homogénéité qu'en trail, où tu as des profils qui sont effectivement très résistants à la descente, mais pas très bons en montée, et d'autres qui sont très rapides en montée ou sur les portions plates, mais qui subissent plus en descente. Et donc là, déjà, effectivement, tu soulèves un point qui est très important, le gros delta entre pacing sur route et pacing en trail. Et l'autre point qui pour moi est hyper intéressant, c'est que dans l'étude de Hoffman que tu soulignes, il parle d'un coefficient de variation, mais pour personne, il est autour de 0. Pour tous les athlètes, il est à un certain niveau. Par contre, il montre qu'il y en a qui ont un coefficient de variation à un niveau, mais plus bas que d'autres. Et ça, c'est intéressant. Donc, je pense que l'entre-deux mondes, il est peut-être là, entre ceux qui vont avoir des variations, mais trop importantes autour d'une moyenne, et des personnes qui vont avoir une variation des variations plus resserrées autour de leur moyenne, mais des variations quand même. C'est-à-dire, aucune variation, c'est pas la bonne idée, mais peut-être essayer de les lisser un peu. Je sais pas si on se retrouve sur cet entre-deux que je propose. Je pense que le pacing peut être une signature quelque part de l'athlète. Certains sont habitués à des départs rapides, vont petit à petit s'essouffler en cours de route et capable, ça c'est le profil classique, de réaccélérer dans les derniers kilomètres. Et le delta entre, on va dire, le départ, peut-être le premier kilomètre, et puis souvent ça se passe, on va dire, dans le deuxième tiers de la course, le moment où on a un petit coup de moins bien. Ce delta, il peut être propre à chacun. Alors effectivement, il y a peut-être un compromis à trouver pour éviter qu'il soit trop important. Il y a peut-être des stratégies aussi un peu différentes. Moi, je travaille aussi un peu sur le cyclisme et on a des exemples, par exemple en contre-la-montre. Filippo Ganna, lui, c'est un spécialiste de negative split. Il part très doucement, il accélère progressivement. C'est un modèle qui lui convient parfaitement. Pas certain que si on lui imposait, on va dire, un modèle totalement lisse qui puisse être aussi performant. Je pense qu'il y a un petit peu des essais-erreurs à faire pour chaque trailer pour essayer de trouver ce qui lui convient le mieux. Et je pense que ça dépend ici aussi énormément du profil du terrain et de la durée ou de la distance sur laquelle on s'engage, quoi. Ok, ça me va. Je trouve ça super intéressant ce que tu soulignes là. Quand on parle quand même de pacing, même si on parle de l'intérêt en fait de considérer des variations en trail, on pourrait se poser la question de s'il n'y a pas un degré, un espèce de plafond, une zone rouge où si on la dépasse, là par contre, ok, on a oscillé, mais si on dépasse cette zone-là, on se met trop en danger pour la suite. Est-ce que tu penses qu'il y a effectivement une zone comme ça ? Et si oui, qu'est-ce qui se passe quand on va dépasser cette zone qui fait que par la suite, on aura beau ralentir l'allure, on n'arrivera pas à récupérer parce qu'on a enclenché certains mécanismes trop délétères à la performance. Je ne sais pas si ma question est très claire. Oui, je comprends. Pour essayer d'y répondre, moi j'ai mes collègues qui bossent surtout sur le cyclisme, qui parlent de ce qu'ils appellent la W'. C'est la capacité à pouvoir recharger quelque part la batterie tout en faisant un effort continu à une puissance critique. Et cette capacité, je pense qu'elle est propre à chacun également. Mais effectivement, je pense qu'il y a très certainement un point de non-retour. C'est-à-dire que si on s'éloigne un petit peu trop, on va dire, de ce pacing cible, on va dire,
effectivement, on aura peut-être des difficultés à pouvoir recharger les batteries. Et je pense que toute la subtilité, c'est de pouvoir s'en éloigner selon on va dire, les circonstances de la course. S'il y a on imagine, s'il y a une accélération, s'il y a un passage technique, etc. Où là, il faut être capable de se mettre un peu dans le rouge. Mais je dirais toute la subtilité, c'est être capable d'avoir la lucidité pour s'arrêter à temps. Parce que même si on ralentit un peu après pour récupérer, si on allait trop loin, effectivement, on pourra pas récupérer suffisamment pour reprendre le pacing initial. J'aimerais pouvoir donner des chiffres derrière, c'est un petit peu du ressenti, mais je pense que c'est beaucoup du vécu, peut-être d'une manière générale. Là, je fais plutôt référence aux travaux d'un de mes collègues, Bertrand Baron, à l'université de La Réunion. On a travaillé aussi avec Éric Lacroix sur un petit peu la prise de risque, qui est quand même un point central dans le pacing. Bertrand a travaillé, c'était avec des élèves de collège, je crois, sur une étude intéressante que je pourrais transmettre éventuellement. Il avait demandé à des élèves il avait établi c'était sur une épreuve, je crois, de 3 minutes, donc une allure moyenne sur 3 minutes, où ils avaient réalisé leur meilleure performance. Et ensuite, une semaine après, il leur avait demandé volontairement de faire un départ plus rapide. C'était de l'ordre de 10 ou 15% plus rapide. Et l'idée, c'était de voir si cette prise de risque était totalement suicidaire, c'est-à-dire s'ils allaient tous exploser avant la fin des 3 minutes, ou si au contraire, c'était quelque chose qui était tout à fait soutenable. Et le résultat, il était sans appel. Je crois que c'est 100% de ces sujets ont pu améliorer leur performance simplement en acceptant une prise de risque supplémentaire. Donc c'était pas énorme, je crois que c'était 10% de vitesse, on va dire, de pacing supplémentaire. Tout simplement, voilà, en acceptant de prendre un risque peut-être de terminer épuisé avant le temps imparti. En une séance, ils ont réussi à améliorer leur performance. Et d'une manière un petit peu plus générale, là, c'est un peu philosophique ce que je vais te dire, mais je pense qu'on est dans une société où on a peur de prendre des risques et souvent, on se donne beaucoup de marge et parfois, c'est le scénario catastrophe, c'est-à-dire c'est ne pas être capable de franchir la ligne d'arrivée, on va dire à une allure correcte. Et il y a peut-être des choses à creuser à ce niveau-là, c'est-à-dire accepter sur certaines courses d'entraînement ou de préparation, peut-être de prendre un peu plus de risques. Le risque, c'est peut-être être épuisé avant la fin, tant pis, mais on a essayé. Et parfois, on peut avoir de bonnes surprises. Voilà, c'était juste un petit peu une piste sur le fait de pouvoir jouer un petit peu avec la prise de risque, ce qu'on fait pas toujours d'ailleurs. Je trouve ça super intéressant ce que tu viens de souligner, puisque une question que je voulais te poser, c'était est-ce qu'il est possible d'être un bon pacer sur la première épreuve que je réalise dans ma vie versus sur la 10e épreuve ou est-ce que ce sera que sur la 10e épreuve? Donc en fait, la notion un peu d'expérience, et en fait, j'ai l'impression là que tu viens un peu d'y répondre, c'est que en pacing, on ne pourra pas avoir une gestion d'allure avec ou sans prise de risque, peu importe. Mais on ne pourra pas avoir le meilleur pacing possible, le meilleur jeu d'allure si on n'a pas un peu d'expérience et des courses de préparation. C'est ça le résumé de ta réponse. Oui, complètement. Et tu vois, si on ramène la question, toi concrètement, moi de mon travail de chercheur en laboratoire, quand on fait des tests maximaux, que ce soit des tests incrémentés ou rectangulaires, peu importe, on fait toujours une période d'habituation, que l'on teste une méthode d'entraînement, un dispositif, des nouvelles chaussures, etc. On fait parfois 2-3 séances d'habituation parce qu'on voit concrètement que l'athlète progresse. Alors concrètement, on n'a absolument rien fait entre chaque essai, mais c'est la capacité à pouvoir se projeter dans l'effort, à réguler, à s'économiser. Et une fois qu'on obtient un plateau de performance, là, à ce moment-là, on peut introduire d'autres variables selon ce que l'on veut étudier, quoi. Mais effectivement, l'expérience est très, très importante. La reconnaissance du parcours, c'est essentiel si on veut optimiser son pacing. Alors du coup, là, je suis super content que tu l'aies dit, puisque les auditeurs ont dû m'entendre le dire 20 fois que si vous voulez faire une course et la réussir, allez reconnaître le parcours. Si pour moi, il y a vraiment un investissement faisable dans le temps, c'est aller faire une reco du parcours complète. Et ça connecte avec également un bout de la littérature. Clin d'œil à Guillaume Millet qui parle des week-end shows qui ont pour but de passer du temps dans des zones d'allure, de tester des choses. Ça va aussi être ça.
C'est-à-dire sur un week-end shock où tu vas passer 2 jours en montagne, peut-être que là, tu vas commencer à te rendre compte de ce que ça va être l'allure que tu vas pouvoir donner. Et après, si tu sais l'allure de ta course, on va dire, moyenne, tu vas savoir à quel moment tu peux passer au-dessus et à quel moment tu dois y revenir. En termes de sensations, tu vas calibrer un peu les choses, en fait. Oui, complètement. Pour pacer correctement, il faut connaître. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens, il y avait une étude qui était vraiment intéressante quand j'étais étudiant. Je pourrais pas la retrouver. C'était mon premier directeur de mémoire, de Master 1 recherche qu'il avait mené c'était Rémi Radel, et il avait demandé à des étudiants de faire un effort à l'allure qu'ils le souhaitaient, à l'intensité qu'ils le souhaitaient. Mais soit ils connaissaient la durée de l'effort, soit ils ne la connaissaient pas. Et exactement, comme tu viens de dire, la différence, elle était énorme du moment que tu savais que tu allais pédaler 1 heure, ou si tu savais pas, tu avais des différences d'investissement dans la tâche qui étaient complètement différents. Donc ça, c'est important, ouais, de connaître la tâche. Oui, complètement. Ça, tu vois, ça me rappelle un petit peu les travaux d'un précurseur. Hein. Je crois que c'est Ulmer en 96 qui a été le premier à parler, hein, du concept, hein, de téléo-anticipation. C'est notre capacité, on aurait un algorithme, hein, dans le cerveau qu'on n'a pas vraiment encore identifié, hein, mais qui permettrait de déclencher une espèce de compte à rebours qui nous permettrait de savoir, en gros, selon la distance ou la durée qu'on s'est fixée, eh bien, la vitesse à laquelle on va utiliser nos ressources. Et ce qui était intéressant dans son article, c'est qu'il mentionnait le fait que cette fonction ne serait pas propre à l'humain. Il prenait l'exemple, hein, des oiseaux migrateurs, entre autres, qui ont cette capacité, en fonction du voyage qu'ils vont réaliser, eh bien, typiquement, on voit, hein, les hirondelles se rassembler à l'automne, hein, sur les fils électriques, il y en a de moins en moins, mais qui vont faire des réserves. Et lorsqu'elles auront suffisamment de réserves, elles vont partir en groupe pour déjà économiser, on va dire, la résistance à l'air, et puis s'arrêter, faire des étapes avant d'être totalement épuisées. Et ça fait des milliers d'années qu'elles font ça. Et je pense qu'elles ont cette capacité. Et nous, peut-être, on a cette capacité qu'on a peut-être perdue d'ailleurs, hein, en partie parce qu'on a des vies de plus en plus sédentaires. Mais voilà, je pense qu'on a toujours cette espèce de calcul en tête quand on fait le départ d'une course. Si je pars pour 10 km, 30, 50 ou sur un ultra, j'ai pas besoin d'attendre, on va dire, un certain niveau d'effort ou de fatigue pour savoir à peu près déjà au départ à quelle allure je dois me lancer. Et après, on réajuste. Mais cette capacité de téléo-anticipation, elle est très importante. Et j'ai une collègue qui s'appelle Muriel Garcin, qui a travaillé sur une échelle qui s'appelle l'échelle de temps limite, le TL, qui ressemble un petit peu à une échelle de Borg, hein, sauf qu'on n'est pas sur des intensités perçues, on est sur des durées de travail qu'on pense être capable de maintenir. Et c'est un outil qui est complémentaire, hein, aux échelles de perception d'effort, et qui peuvent être utiles, à mon avis, hein, pour un entraîneur ou un trailer qui cherche à un petit peu mieux se comprendre et se connaître. Ah bah c'est super intéressant, j'irai voir ça avec plaisir, et au pire je te redemanderai le contact de ta collègue pour peut-être un épisode avec elle. Je voudrais maintenant t'amener un petit peu sur une partie de ton expertise un petit peu plus spécifique. Tu l'as dit au début de l'épisode que tu as travaillé par exemple sur l'effort, la perception d'effort, qui peut jouer un rôle dans l'allure. Selon toi, là de suite, tu dois dessiner des grandes lignes de qu'est-ce qui au niveau psychologique favorise, facilite le pacing. Qu'est-ce que toi, tu as comme connaissance là-dedans? La gestion de l'allure, elle est déterminée par quoi d'un point de vue plus mental, psychologique, cognitif? Alors, je dirais, faut peut-être élargir un petit peu le champ scientifique, c'est-à-dire que c'est un savant mélange, hein, de mécanismes psychologiques et physiologiques qui sont imbriqués les uns aux autres. Et historiquement, c'est plutôt les physiologistes qui se sont intéressés à la question. Alors en faisant des corrélations, hein, assez fortes, hein, par exemple entre la consommation d'oxygène et la perception d'effort, ou la fréquence cardiaque, etc. Et ça ne veut pas dire que quand c'est corrélé qu'il y a une relation de cause à effet. Il y a très certainement des mécanismes qui fonctionnent en interaction. Et plus récemment, on a de plus en plus de travaux sur les mécanismes psychologiques. Après, sur les modèles, il y a une équipe américaine, il y a déjà quelques années, c'est l'équipe de Nobel et Robertson, qui travaillait sur un modèle qui était plutôt behavioriste, c'est-à-dire que l'effort est une stimulation, et puis
la perception de l'effort, le ressenti que l'on a, c'est la réponse. Et entre les deux, il y a la boîte noire, sans préciser ce qu'il y a dans cette boîte noire. Et cette, on va dire, la perception d'effort est une composante des mécanismes qui vont interférer avec le pacing. Et il y a d'autres modèles un peu plus récents. On peut citer les travaux de Knox, qui lui parle de gouverneur central. On aurait une partie du cerveau qui permettrait de réguler l'effort ressenti, et en régulant l'effort, on peut moduler le pacing. Le problème, c'est que Knox n'a jamais vraiment identifié cette partie du cerveau. Plus proche de nous, on a Marc Aura, qui lui a mis en place un modèle qu'on appelle psychophysiologique. Et lui, il tente de rentrer un petit peu plus dans les mécanismes en mettant en avant un phénomène où il fait bien la distinction entre l'effort et la fatigue. Pour lui, on a ce qu'il appelle une décharge corollaire. C'est une décharge électrique qui part du cortex. Et il y a une copie qui est mise en mémoire dans le cerveau, et une autre partie de cette décharge électrique va stimuler les muscles. Et donc c'est cette commande motrice qui donnerait la perception de l'effort. Et ensuite, on a toutes les réafférences nerveuses qui reviennent, des fibres musculaires, etc., des capteurs tendineux, etc., qui viendraient en feedback informer le cerveau sur l'intensité de l'effort, sur notre capacité à pouvoir maintenir ou non cet effort. Donc, ça serait un système en boucle. Sauf que Marc Aura ne donne pas vraiment de zone précise dans le cerveau. Et nous, récemment, on a travaillé avec Fred Grapp, et puis donc un étudiant qui maintenant n'est plus en thèse et docteur, c'est Victor Scholler. On a mesuré l'activité électrique du cerveau pendant l'effort. Et on a pu identifier certaines zones, essentiellement au niveau du cortex, cortex frontal, préfrontal et pariétal. Et on a calculé ce qu'on appelle un ratio entre les ondes alpha et bêta. Les ondes alpha sont plutôt des ondes qui sont plutôt, on va dire, émises quand on a des sensations plutôt agréables. Et les ondes bêta, pour résumer, c'est plutôt des signaux qu'on peut appeler aversifs, c'est-à-dire négatifs. Et ce ratio, quand on le mesure dans différentes parties du cortex, est très bien corrélé avec la perception d'effort. Donc, il n'y aurait pas une seule zone dans le cerveau qui serait impliquée, on va dire, dans la perception d'effort. Il y aurait plusieurs zones, plusieurs interactions, et ça serait un petit peu, une balance permanente entre les sensations agréables et désagréables. Et quand, pour en revenir au pacing, quand c'est plutôt les ondes alpha qui prennent le dessus, ça veut dire qu'on a de la marge, que c'est plutôt agréable et qu'on peut éventuellement accélérer. Et quand ce ratio devient plutôt négatif, donc signaux aversifs de fatigue, d'épuisement, de renoncement, là on va réduire son pacing, et on se rend compte que c'est fluctuant. Et on a travaillé un petit peu là-dessus, justement sur est-ce qu'il existe des techniques, des moyens d'impacter ce ratio. Et on a identifié des stratégies qui sont très personnelles, pas de généralité. Et puis on va dire en amont de tout ça, on retrouve quand même des mécanismes de motivation qui sont extrêmement forts et qui précéderaient l'action, qui nous conduit ou non à poursuivre l'effort, ou au contraire à le diminuer. Je suis désolé, j'étais un petit peu long. Non, c'est passionnant. En plus de ça, alors j'espère que c'est pas trop tiré par les cheveux, mais je pense pas. De ce que j'ai compris, avec les résultats dont tu viens de nous parler, avec les ondes alpha et bêta, ça connecte directement à vos résultats dans votre étude de 2020, non? Vous aviez une relation entre le plaisir perçu et le pacing. Si je dis pas de bêtises, c'est directement lié à ce qu'on vient de raconter. Complètement. L'étude de 2020 qu'on a regardée sur des trailers mettait vraiment en lien la notion de plaisir qui décroît au fur et à mesure que la vitesse de course diminue. Et donc, c'est un facteur vraiment significatif. Et si on parvient, je dirais, à susciter du plaisir, à maintenir un haut niveau de motivation, a priori, on doit pouvoir
améliorer la tolérance à l'effort et maintenir un pacing élevé. Écoute, c'est super intéressant. J'ai vraiment adoré cette parenthèse sur motivation, plaisir et fatigue et effort parce que pour pour conclure cette parenthèse, enfin ce chapitre, j'ai publié un article moi sur la fatigue cognitive, la fatigue vraiment au niveau cognitif, et on avait dans le papier, c'est un papier théorique, mais on a exactement cette discussion. C'est-à-dire qu'on avait dans l'action, dans le mécanisme cognitif, on avait la place de la fatigue, donc des ressources, de la motivation, des capacités objectives du cortex elle-même, et on avait la place de l'effort, et on a tout un chapitre dans le papier où on discutait de l'effort parce que on ne savait pas où le placer. Et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire là. On était un peu en disant, on ne sait pas, est-ce que c'est de la motivation, est-ce que c'est distinct? Donc il y a encore, je pense, beaucoup de choses. Les travaux de Marc Aurac, tu as cité, les travaux de Benjamin Pajot également, qui sont également sur l'effort. Je pense que tout ça, actuellement, c'est vraiment, il y a beaucoup de travaux sur les efforts, et je pense que peut-être d'ici 5-6 ans, il y aura une meilleure compréhension de ce mécanisme-là, de ce construit-là qu'est l'effort. Je suis intéressé, hein, Cyril, hein, si ton travail est disponible, bien sûr, hein, moi je suis ouvert à toute source d'informations. Ouais, alors je te l'envoie, mais il est pas dans le cadre sportif et dans le cadre de l'activité physique. Moi, je travaillais sur qu'est-ce qui fait que des gens s'engagent dans un comportement d'activité physique autonome ou pas. Mais en fait, les mécanismes globalement sont assez similaires, mais je te l'envoie dès qu'on a terminé, je te le fais parvenir parce qu'il est publié depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Petite pause. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. J'aimerais maintenant qu'on ait un petit chapitre pour un peu peut-être conclure cette partie d'échange tout public avant notre petit échange pour les abonnés. J'ai une dernière chose que j'aimerais aborder avec toi ici pour tout le monde. Il peut y avoir dans les auditeurs des gens qui débutent, des gens qui n'ont pas encore l'habitude, qui n'ont pas eu le temps de faire des courses de préparation, qui n'ont pas pu aller reconnaître le parcours. Bref, des gens qui vont arriver le jour J avec le dossard sur le ventre et qui vont se dire là aujourd'hui il va falloir que je gère et j'ai jamais fait l'épreuve que je vais réaliser. Je sais que je vais mettre par exemple 5 heures, imaginons la course va durer 5 heures, mais je sais pas trop comment faire. Est-ce que selon toi, il peut exister des outils de mesure, des outils d'accompagnement à la performance qui peuvent aider à gérer l'effort en trail? Et en trail, c'est compliqué parce que l'allure, elle veut pas dire grand-chose. On a l'allure ajustée à la pente. Mais si on se connaît pas, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce que le cardio-fréquence-mètre, c'est utile? Est-ce que la perception d'effort ou la perception des sensations, comme on vient de discuter, c'est quelque chose qui peut aider à gérer l'allure? Selon toi, pour un débutant, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour au mieux possible le jour J réguler? Alors, tu as évoqué plusieurs pistes intéressantes. Parlons du cardio-fréquence-mètre. Ça peut être une solution. Alors, personnellement, je trouve que c'est plutôt une solution médiocre. Le cardio-fréquence-mètre permet d'évaluer la fréquence cardiaque qui, elle, est sensible à un tas de paramètres. Prenons les conditions climatiques, la thermorégulation. S'il fait 35 degrés ou 12 degrés, la fréquence cardiaque sera impactée. Elle est sensible aux émotions. Et j'imagine un débutant, s'il s'engage sur son premier trail, il risque d'être sans doute un peu stressé, un peu beaucoup. Donc, s'il doit comparer sa fréquence cardiaque au départ de la course à celle qu'il a habituellement à l'entraînement, il y aura un décalage important. Alors, je dirais en ultime recours, pourquoi pas? Ça peut être un témoin comme un autre, mais quand même avec toutes les réserves que je viens d'évoquer. Autrement, moi, je reviens un petit peu aux éléments qu'on vient de développer, c'est-à-dire, je crois, faire confiance à ses sensations. S'il s'agit d'un premier trail, c'est-à-dire se fixer peut-être un objectif peut-être raisonnable, je pense qu'il vaut mieux terminer, c'est peut-être l'objectif, déjà arrive au bout, peut-être pas forcément en faisant un chrono extraordinaire, mais déjà c'est une source de satisfaction, j'ai terminé, et puis surtout ne pas se dégoûter, avoir du plaisir. Et puis, c'est déjà le début d'une expérience qui va servir par la suite.
Et souvent, les premières expériences, elles sont essentielles pour la suite, quoi. Donc, je dirais être prudent sur la première épreuve, même en prenant peut-être entre guillemets le risque de ne pas être totalement épuisé à la fin. Et puis, se donner l'occasion, si on a pris du plaisir, eh bien, de prendre un petit peu plus de risques lors de la prochaine épreuve. Je dirais, c'est un petit peu si je peux donner un conseil, c'est peut-être ça que je mettrais en avant, quoi. Alors moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, puisque je considère qu'il y a deux choses qui sont super importantes et les auditeurs m'ont entendu en parler plusieurs fois. C'est le cardio-fréquence-mètre et les sensations, et corréler les deux à l'entraînement pour petit à petit se détacher du cardio-fréq et connaître ses sensations. C'est-à-dire déjà connaître ses sensations quand tu es à 130 BPM, 140, c'est déjà bien parce que ça t'apprend à savoir que c'est ça qu'il faut ressentir pour une zone, par exemple, basse. C'est un exemple, mais voilà. Ce qui me fait beaucoup sourire pendant que je t'écoutais, c'est que moi, j'adore le conseil que tu viens de donner. Mais il y a pas très longtemps, j'ai eu un commentaire sur la chaîne YouTube avec un autre épisode où quelqu'un disait je viens de regarder 5 vidéos de Courir Mieux et à chaque fois, il y a le même truc qui revient. Il y a les sensations, la science n'arrive pas à nous donner des vraies données. Et en fait, des fois, il y a cette vision que la sensation, la perception, par exemple la perception d'épuisement, la perception de fatigue, la perception d'effort, donc ces construits qui sont plutôt psychologiques, c'est pas une vraie donnée, c'est pas une réalité, et qu'en fait, il faut un vrai chiffre derrière, comme l'allure, la fréquence cardiaque, alors qu'en fait, la perception, les perceptions, les sensations sont, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, sont quand même très correctes et sont une vraie source d'information. Tu me diras si t'es peut-être pas d'accord, mais ouais, des fois, on les sous-estime, en fait, ces sensations. Je te rejoins. Hein. Ce qu'il faut savoir derrière parlons de perception d'effort, ce ressenti intègre une multitude de paramètres physiologiques. Je citais tout à l'heure VO2 max, lactatémie, variation du pH sanguin. On a des choses qu'on ne parvient pas vraiment à chiffrer aujourd'hui. On peut parler de contraintes musculaires. Je parlais de récepteurs tendineux, etc. Notre ressenti en descente, entre autres, eh bien, notre perception intègre cette dimension-là. En plus, on a des paramètres psychologiques que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la notion ne serait-ce que de confiance en soi, d'estime de soi, le plaisir ressenti sont intégrés dans la perception de l'effort. Et j'ouvrirais même un petit peu plus le débat. On a des facteurs sociologiques également qui sont intégrés dans la perception d'effort, c'est-à-dire la plupart des épreuves se déroulent en groupe. Il y a des interactions entre les trailers. Il peut y avoir des relations, on va dire, de coopération, d'adversité, etc. Ces paramètres-là vont modifier vos sensations et vous permettre, à certains moments, peut-être d'aller chercher un niveau d'intensité que vous n'êtes pas capable de faire à l'entraînement, que les chiffres de la physiologie ne vous permettraient pas, entre guillemets, de réaliser, mais parce qu'il y a un contexte, un environnement, une ambiance particulière à un moment clé de la course où vous allez dépasser, casser ces barrières physiologiques et la perception de l'effort, elle intègre tout ça. Juste peut-être pour terminer là-dessus, moi je travaille avec des coureurs cyclistes professionnels qui sont monitorés H24, c'est-à-dire qu'on a leur puissance, on a leur glycémie, on enregistre leur sommeil, etc. Et aujourd'hui, je dirais même, on fait presque un peu machine arrière, c'est-à-dire qu'on leur demande un peu de débrancher et de refaire confiance un peu à leurs sensations parce qu'on a peur de fabriquer des robots. Et on remet le vécu, le ressenti en première ligne parce que pour l'instant, aucun capteur n'est capable d'intégrer autant d'informations et de les traiter, on va dire, dans un temps extrêmement court et avec un peu d'expérience, avec la pertinence qu'il y a derrière. Ah ouais, je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai équilibre. En tout cas, moi, ce que je pense que ça va dans le même sens que ce que tu viens de dire, hein, qu'il y a un vrai équilibre à trouver entre les données qui sont utiles. Elles sont utiles pour qui? Pour le sportif ou pour l'entraîneur? Ça, c'est une autre question presque, mais qui est aussi intéressante. Et le ressenti de l'athlète et la construction de son expérience. C'est-à-dire que, comme on dit, les sensations sont hyper importantes, mais c'est pas quand tu commences à courir, c'est pas à ta première course de 10 km que tu auras les meilleures sensations et tes sensations seront peut-être biaisées, tu vas peut-être les apprendre et il faut de l'expérience. Ça prend un peu de temps de travailler son ressenti. Mais ça s'entraîne exactement comme ta VO2 max s'entraîne, tes sensations s'entraînent. Ça fait. J'ai une dernière mini question à te poser avant qu'on conclue. Elle sera peut-être très difficile à répondre, mais je voulais quand même voir s'il y avait une piste de réponse ou pas. Imaginons, dans un trail que je viens de réaliser, j'ai fait une prise de risque. Je viens de passer une demi-heure à me taper un peu dedans, par exemple 20 minutes à me taper un peu dedans en disant allez là, je veux creuser un écart avec le mec que je viens de dépasser. Mais par contre, là, je sais qu'il faut que je ralentisse. Est-ce que toi, tu sais
Est-ce qu'il y a une durée minimale où il dit non, là, ça, c'est le minimum de temps qu'il te faut pour au moins récupérer un petit peu de l'effort que tu viens de donner avant de pouvoir repartir? Ou est-ce que ça, on n'en sait rien du tout? C'est une boîte noire et ce sera, par exemple, la sensation qui va nous le dire? Par rapport à l'exemple que tu donnes, je pense que si tu tapes un peu dedans pendant 20 minutes, je suis pas vraiment certain que tu puisses complètement récupérer derrière, quoi. Moi, ça serait plutôt sur on va dire des séquences plus courtes. Une accélération, alors c'est subjectif, attention, hein, je peux pas m'engager là-dessus, mais sur 30-40 secondes, une minute, etc., on doit faire l'effort peut-être pour dépasser ou lâcher un concurrent ou revenir au contact, hein, d'un groupe devant. Voilà, c'est cet ordre-là. Au-delà, sur 20 minutes, je pense que là, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on a une zone de non-retour, quoi. Et le concurrent que tu as peut-être distancé il y a quelque temps risque de revenir peut-être plus vite que prévu, quoi, si tu as insisté trop longtemps. Mais non, je peux pas te donner de valeur chiffrée, hein, sur. Ça reste à creuser un peu à l'avenir. Ouais, et puis à expérimenter au niveau individuel aussi, c'est ça, à expérimenter un peu au niveau individuel. Alain, je te remercie beaucoup pour tes réponses à toutes mes questions et les moments de discussion, parce qu'il y a eu vraiment de l'échange et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Une question que des auditeurs pourraient se poser, c'est est-ce qu'on peut suivre ton actualité scientifique quelque part? Moi, la plupart des travaux, hein, que je publie sont sur ResearchGate, donc il suffit de taper mon nom, hein, et vous verrez régulièrement un petit peu les communications écrites, orales, hein, que je réalise. Et si je peux partager un petit peu mon expérience, c'est avec grand plaisir, si je peux le faire. Merci en tous les cas, Cyril, hein, de m'avoir donné la parole. C'est toujours un vrai plaisir. Et puis on continue à chercher. Voilà, on trouve pas tous les jours, mais c'est des thématiques aujourd'hui qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de décloisonner surtout les savoirs. Auparavant, on avait la physiologie d'un côté, la psycho de l'autre, la bioméca encore un peu plus loin. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, tout est étroitement lié. Et cette notion de pacing et d'effort, eh bien, c'est un peu le dénominateur commun. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger sur des thématiques où on peut, avec des regards croisés, des méthodologies un peu différentes, essayer d'expliquer ce phénomène qui est quand même extraordinaire, qui reste quand même complexe. Mais j'espère qu'on va pouvoir apporter des réponses prochainement. Écoute, il y en a déjà quelques-unes dans notre épisode et je te rejoins à 100% que le multidisciplinaire, le pluridisciplinaire est vraiment une force des STAPS qui se développe de plus en plus ces dernières années où effectivement je trouve que ça se décloisonne un peu et on coopère de plus en plus dans les travaux de recherche. Alors on va avoir un petit moment d'échange toi et moi pour les abonnés Patreon, mais déjà pour tous nos auditeurs de la partie publique qui nous ont écoutés jusqu'ici, je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour ce Scientific Day partie 2 sur la gestion de l'allure en trail et en ultra trail. J'ai trouvé cet échange avec Alain passionnant. Il soulève bien l'importance du pacing tout en considérant le rôle crucial que peut avoir une certaine prise de risque contrôlée pour atteindre nos meilleures performances. J'ai adoré écouter Alain sur ce sujet et j'espère que cette discussion vous a apporté des informations nouvelles et des conseils pratiques pour mieux gérer votre effort en course. N'hésitez pas à suivre son actualité scientifique sur ses différents réseaux, les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que selon Edward Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.